Bonjour à tout le monde, vous êtes tous présents dans le cadre d'un visio-chat organisé par la Vigie de l'eau. On est heureux de vous accueillir tous. On est entre les États-Unis et la France et sur 3 sites différents en France. La Vigie de l'eau, c'est une association qui a un peu plus de 10 ans et qui est une association de culture scientifique et d'éducation à l'environnement et au développement durable avec un sujet principal mais pas exclusif qui est l'eau. Donc on est dans un milieu rural, Vittel c'est une petite ville qui a un passé thermal et qui est toujours une activité thermale aujourd'hui, mais dans un environnement rural. Depuis 10 ans environ, la Vigie de l'eau organise des visio-chats, c'est-à-dire des échanges entre des établissements scolaires de différents endroits et des chercheurs sur des thèmes précis. On a déjà organisé des visio-chats, par exemple, un visio-chat entre la Lorraine et le Québec sur le changement climatique. On a eu aussi un visio-chat avec un lycée du Burkina Faso. Donc c'est extrêmement varié et les thèmes dépendent un peu des centres d'intérêt et des fils rouges que retient la Vigie pour l'année en cours. Ce visio-chat-là a bien entendu été été lancé en raison des événements dont on reparlera tout à l'heure, qui ont touché la ville de Houston à la fin de l'été dernier. Bonjour, on est la classe de première S de la section française ici au lycée international d'Auty, qui offre aux élèves soit un baccalauréat français, soit un baccalauréat international, et on est intéressé par les crues et les inondations. On est la classe de seconde Bac Pro CGA de la MFR de Bunnyville. MFR, qu'est-ce que ça veut dire? Maison familiale rurale. Vous savez ce que c'est qu'une maison familiale rurale à Houston? Explique ce que c'est qu'une maison familiale. En fait, c'est une formation qui consiste à... C'est une alternance entre la formation et du stage, en fait. Entre la formation à l'école et puis en stage. Donc vous n'êtes pas tout le temps en classe, vous êtes aussi en stage. D'accord. Différents lieux de stage des fois. D'accord. Et vous êtes à Bulnéville. Bulnéville, c'est une toute petite ville, encore plus petite que Vittel, je pense, qui se trouve à quoi? 5 km de Vittel? À peu près. Je m'occupe d'un pôle de visioconférence ici au rectorat de Montpellier qui est au service de nos établissements scolaires. Donc aujourd'hui c'est sur la région Occitanie, donc il y a 600 établissements, collèges et lycées au total, donc c'est un territoire qui est grand. Moi je suis professeur de biologie à l'origine, donc voilà, je le précise aussi, et je suis partenaire de ces visio-chats, qu'on appelle visio-chat, depuis plusieurs années. Dans l'idée effectivement d'utiliser cet outil pour s'ouvrir sur le monde, pour faire en sorte que les établissements scolaires puissent à la fois accueillir des interventions et aussi enrichir d'autres débats ailleurs. Bonjour à tous, moi je suis Charles Perrin, je suis hydrologue. Moi je travaille sur les sciences de l'eau dans un institut de recherche qui s'appelle IRSTEA. C'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Moi, juste pour vous situer un peu, j'ai un parcours d'hydraulicien. J'ai fait une formation en hydraulique et puis à la fin de mes études, ça remonte maintenant à 20 ans, j'ai décidé de me spécialiser en hydrologie, donc travailler sur les questions de gestion de l'eau et de cycle de l'eau. Et donc j'ai fait un doctorat et puis donc depuis 2000 je travaille à IRSTEA en tant que chercheur. J'ai travaillé essentiellement sur des questions de prévision des crues et des inondations et puis sur des questions d'impact des changements climatiques. Et donc moi je suis à Antony en région parisienne dans le sud de Paris et donc sur le site d'Antony on est à peu près 250 personnes à travailler sur des sujets assez variés. Voilà. Alors, est-ce que Houston peut nous apporter le témoignage de ce qui a été vécu à la fin de l'été dernier? À la fin de l'été dernier, on a eu des grosses inondations ici à Houston. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart de la ville a été submergée près de 1 mètre dans quelques endroits et 2 mètres d'eau. Du coup, on a pas mal été mouillés. Et moi, par exemple, j'ai eu environ 1,50 m dans ma maison.
ça a mis beaucoup de temps pour que la ville redémarre. Et par exemple, toutes les grosses autoroutes, elles ont été complètement inondées. La reconstruction, elle a mis pas mal de temps. La plupart des personnes qui n'étaient pas assurées en fait vis-à-vis des inondations. Donc il y en a beaucoup qui ne sont pas rentrés dans leur maison. Et la reconstruction, elle dure environ 6 mois. Donc moi, par exemple, je viens de rentrer dans ma maison et j'ai des amis qui aussi viennent de finir la reconstruction. Donc on peut voir quand même que ça a pas mal impacté la ville, surtout à pas long terme, mais pas à court terme non plus. Il faut imaginer la ville sous l'eau. Je ne sais pas si vous avez eu des photographies ou des vidéos. Il faut imaginer la ville sous l'eau pendant quoi? On parle pour certains, c'était semaines même. On parle en semaines avec des gens qui n'ont pas pu accéder à leur maison. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ici, toutes les maisons ont des structures en bois. Donc il faut imaginer qu'en réalité, à partir du moment où vous avez été inondé, on ne peut pas juste retourner dans la maison. Là, ça a été une scène de cauchemar, en fait, où si vous voulez, les gens devaient arracher les murs, traiter. Enfin, c'était... pour beaucoup, en fait, c'est même pas, ces personnes-là ne peuvent pas revenir dans leur maison. Elles sont presque condamnées, on va dire. Donc voilà. Donc on l'a vécu ici, puisque au final, nous, on a repris l'année scolaire mi-août. L'hurricane s'est formé le 17 août, donc vous imaginez, ça a été une façon intéressante de commencer l'année. Et puis voilà, mais on a encore des élèves pour qui les effets s'en ressentent. La première question qu'on peut se poser, c'est comment se forment les crues. Et en fait, donc les crues, elles sont liées au fait qu'il y a un cycle naturel à l'échelle du globe qui s'appelle le cycle de l'eau. Donc qui est un cycle qui fait que l'eau en fait va partir des océans sous l'effet du soleil, de l'énergie solaire, va s'évaporer, va rejoindre l'atmosphère donc, et puis ensuite se transformer en vapeur, enfin sous forme de vapeur va se transformer en liquide, revenir sous forme de précipitation sur les parties continentales. Et de là va rejoindre progressivement l'océan, soit à la surface, via les rivières, soit en souterrain par les nappes. Donc ce cycle, en fait, son énergie, c'est l'énergie solaire, et donc c'est ça qui est le moteur en fait de la genèse des inondations au niveau des continents. Alors l'eau, en fait, une fois qu'elle est tombée, donc sur ce petit diagramme, vous avez à gauche les précipitations. Donc les précipitations, c'est les pluies et puis la neige dans le cas où il y a de la neige. Donc les précipitations, en fait, elles vont suivre différents cheminements. Elles vont avoir différents devenirs, je dirais. Une partie va repartir en évaporation. Donc la végétation, notamment, prélève de l'eau pour se nourrir. Donc à peu près 2/3 de l'eau qui tombe en France, par exemple, repart sous forme d'évaporation. Et puis ce qui reste, en fait, va s'infiltrer dans les sols, va ruisseler, va aller dans les nappes, donc toute la partie souterraine où de l'eau s'accumule, et puis va donner au final un débit dans une rivière et former ce qu'on appelle un hydrogramme. Donc l'hydrogramme, c'est la séquence du débit au cours du temps. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir du débit dans une rivière? En fait, les eaux de pluie en fait sont amenées vers la rivière par ce qu'on appelle le bassin versant. Donc le bassin versant, c'est une unité géographique qui vous est représentée ici, qui est définie généralement par une ligne de partage des eaux. Donc c'est souvent la ligne de crête autour d'une vallée. Et donc l'ensemble de ces points sur cette zone-là vont apporter les pluies qui tombent sur cette zone à un endroit de la rivière. Alors, on a différentes façons de définir un bassin versant. Généralement, quand on parle du bassin versant, par exemple du Mississippi ou de la Meuse, on parle d'un bassin versant à la mer, à l'exutoire maritime, mais en fait, on peut définir un bassin versant en tout point d'un cours d'eau. Donc,
si on définit un exutoire ici sur la diapositive, vous avez un bassin versant correspondant, donc la zone qui va alimenter les cours d'eau de ce bassin. Et puis si vous descendez plus à l'aval, vous avez un deuxième exutoire ici qui est considéré. Donc vous avez un bassin versant d'alimentation qui est plus grand et qui inclut le bassin versant d'alimentation juste à l'amont. Donc voilà, donc plus on va descendre le cours d'eau, plus le bassin versant va grossir et plus le débit généralement dans la rivière va être important. Alors, quand il pleut sur un bassin versant, en fait, la réponse hydrologique, c'est-à-dire le débit dans la rivière, va pas être le même suivant que les jours précédents ou les mois précédents. Il a fait très sec ou il a fait très humide. Alors, en hydrologie, en fait, on fait la distinction entre crue et inondation, qui sont deux choses liées, mais qui ne désignent pas exactement la même chose. Donc la crue, en fait, c'est l'augmentation qu'il y a dans la rivière, l'augmentation de débit ou de hauteur d'eau dans la rivière, qui fait généralement suite à une pluie. Alors, si vous êtes en zone de montagne, ça peut être lié à une fonte de la neige. Ça peut être lié aussi au fait que la nappe, donc la nappe, c'est la partie en sous-sol où il n'y a que de l'eau. Et donc cette partie-là va remonter progressivement du fait qu'il y a beaucoup de pluie qui s'est accumulée les semaines ou les périodes précédentes. Donc vous pouvez avoir une nappe qui va monter jusqu'au niveau du sol. Donc ça peut générer aussi des inondations. Ou alors vous pouvez avoir des crues qui seraient d'origine artificielle, par exemple un réservoir qui fait un barrage qui fait un lâcher d'eau soudain, par exemple pour vider le barrage de sédiments, eh bien, ça peut occasionner une crue importante à l'aval. Donc ça c'est la crue, donc c'est le phénomène de montée d'eau dans la rivière. Et donc consécutif à cette crue, vous avez un phénomène d'inondation qui va être le fait que une fois que la rivière déborde, vous allez avoir une zone autour de la rivière qui va être submergée par l'eau, et donc vous allez avoir un phénomène plus ou moins long de recouvrement d'une surface par l'eau de la rivière. Donc c'est ce qui a été décrit tout à l'heure par l'élève de Houston. Vous avez une hauteur d'eau de quelques centimètres à plusieurs mètres au-dessus du sol et qui va inonder tout ce qui se trouve sur la zone. Alors, ça peut être un état temporaire plus ou moins long. Si c'est un état permanent, c'est pas une inondation, c'est un lac. Mais donc, quand c'est un état temporaire, vous pouvez avoir des inondations qui durent quelques heures, à quelques jours, voire quelques semaines ou quelques mois dans certains cas. Alors, il y a différents types de crues. Alors, j'en ai distingué trois ici. On pourrait en voir d'autres, ou alors des crues qui sont combinées. En France et aux États-Unis aussi, les crues les plus communes, ce sont les crues de plaine ou fluviales. Donc, qui sont liées au fait que vous avez un grand fleuve qui va déborder parce qu'il y a trop d'eau qui arrive dans la rivière, consécutivement à un événement de pluie. Donc, généralement, les montées d'eau sont assez lentes, c'est-à-dire quelques dizaines d'heures ou quelques jours. Et puis, vous avez des phénomènes qui peuvent être dangereux du fait de l'ampleur de la crue, donc qui peuvent être dangereux notamment au niveau infrastructure, qui peuvent mettre en danger des infrastructures. Donc ici vous avez deux photos. En bas à gauche, la crue de 1910 qui a été une crue sur la Seine, une crue de référence sur la Seine, qui a été une crue qui revient en moyenne tous les 100 ans, donc c'est une crue très importante. Et puis à droite, une crue sur la Meuse en 2006 qui avait été assez marquante aussi, alors qui n'était pas une crue majeure de la Meuse, mais qui était une crue importante. Ensuite, vous avez les crues qu'on appelle torrentielles ou éclair. Donc ça, c'est des crues qu'on rencontre beaucoup dans le pourtour méditerranéen, dans le sud de la France, qui sont des crues avec des phénomènes pluvieux très intenses, donc plusieurs centaines de millimètres par jour. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, en France, la pluie moyenne, c'est de l'ordre de 800 mm par an. Et donc dans les Cévennes on peut avoir jusqu'à 800 mm par jour. Donc voilà, donc ça c'est des crues vraiment très exceptionnelles, donc avec des intensités de pluie très fortes, donc qui sont un peu comparables à ce qui s'est passé au niveau du cyclone Harvey,
donc qui amène énormément d'eau sur des petites surfaces. Donc là, vous avez deux images, hein, le pont du Gard à gauche en état estival, et puis à droite en état de crue. Et puis à droite, une crue catastrophique qui a eu lieu dans les années 90 à Vaison-la-Romaine. Voilà, donc ça, ce sont des crues qui sont très dangereuses du fait qu'elles sont très rapides, et donc c'est souvent difficile de prévenir la population qu'il y a une crue importante qui va arriver. Et puis le troisième type de crues que j'ai marqué ici, c'est les crues de nappe, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, donc qui sont liées au fait que vous avez une nappe en souterrain qui va donc la zone saturée en eau en sous-sol qui va progressivement monter du fait de l'accumulation de l'eau au cours du temps. Donc ça, c'est généralement consécutif à des périodes excédentaires en pluie sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc là, vous avez une image de la crue sur une vallée sèche de la Somme. Donc la Somme, c'est un bassin versant du nord de la France, où il y a eu une grosse crue en 2001 qui a duré plusieurs mois. J'ai fait un petit aparté sur le cas des cyclones, hein, puisque ça nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Donc les cyclones sont des événements extrêmes. Alors, d'un point de vue météorologique, donc il y a des vents très importants, des pressions très faibles et aussi des précipitations très importantes. Alors comment se forme un cyclone? Un cyclone, donc, c'est un phénomène qui prend son origine sur les océans et qui est lié au fait que à la fin des périodes chaudes, hein, donc les périodes estivales, vous avez la surface de l'océan qui est très chaude et donc qui évapore beaucoup d'eau. Et donc cette évaporation, vous avez le petit schéma à gauche, l'air chaud va monter et donc va créer une cellule qui va monter puis descendre. En fait, quand l'air chaud monte, il va progressivement se refroidir puisqu'il fait plus frais en altitude. Et donc vous allez avoir une circulation qui va se produire et l'air va devenir de plus en plus humide, va se charger en humidité. Alors, la figure du milieu montre que, en fait, avec l'effet de la rotation de la Terre, cette cellule d'air chaud et humide va commencer à vriller sur elle, et donc engendrer des vents. Et donc, la combinaison des deux va faire cette structure cylindrique, hein, bien connue du cyclone, qui va progressivement se déplacer. Alors, ici, vous avez une illustration des trajectoires de cyclones qu'il y a eu sur une vingtaine d'années, là, de 85 à 2005. Donc ça, c'est la NASA qui produit ce genre de graphe. Donc, chaque ligne alors vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a toutes les zones en bleu sont des lignes, en fait. Et donc, vous voyez la densité des lignes chaque ligne correspond à un cyclone. Donc, vous voyez un peu les trajectoires. Donc, on a des cyclones dans l'Atlantique Nord. Donc, ça a été le cas de Harvey. Et puis, on a beaucoup de cyclones dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien également, et qui vont se retrouver de part et d'autre de l'équateur, donc en zone tropicale. Aux États-Unis, il y a le National Weather Service qui suit ces phénomènes. Donc, ils ont un service spécialisé qui est le National Hurricane Center et donc qui va suivre les périodes cycloniques et qui va être chargé aux États-Unis d'anticiper ces cyclones la trajectoire de ces cyclones et l'intensité de ces cyclones avec des modèles météorologiques. Alors, il faut savoir que la prévision de l'évolution des cyclones, c'est quelque chose de très compliqué, parce que en fait, les cyclones sont des masses énormes qui génèrent, qui ont énormément d'énergie et dont la trajectoire est assez complexe, notamment au moment où ils vont rentrer sur les terres. Hein, donc, le passage mer-terre complexifie beaucoup la simulation. En 2017, en fait, l'année 2017 a été une année très riche en cyclones. Il y a eu sur l'Atlantique Nord 18 événements cycloniques répertoriés par le National Hurricane Center qui sont allés de avril à novembre 2017 et il y a eu 6 ouragans majeurs, ce qui représente un nombre très important. Ces différents événements ont généré une estimation de 280 milliards de dollars de dégâts.
Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme que ça représente, mais c'est gigantesque. Et malheureusement, ont causé plus de 400 morts. Donc les estimations des victimes varient beaucoup suivant les sources, mais il y a eu plusieurs centaines de morts consécutifs à ces événements-là. Alors, quelques-uns de ces cyclones. Ici, vous avez un graphique qui vous représente la largeur des cyclones. Donc, vous avez Irma en haut à droite en 2017, Harvey et puis José qui ont été aussi deux cyclones de 2017 dans la case à gauche en rouge là. Donc, vous voyez que ces cyclones sont de taille très, très différente. Donc là, c'est une comparaison de la taille, et en fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a aussi une question d'intensité, donc les vents, les pressions qui sont importantes pour qualifier la catégorie des cyclones. Alors, ces cyclones sont des cyclones majeurs, mais si vous les comparez à d'autres cyclones, il y a eu des cyclones plus importants. Donc là, je vous montre avec la souris, ici c'était Irma qu'on voyait tout à l'heure dans la photo précédente. Donc vous voyez que ce cyclone-là, qui est le cyclone le plus large qui a été répertorié dans la période moderne, donc un typhon de 79, est beaucoup plus grand que ce qu'a été Irma ou a fortiori Harvey, ceux qu'on a observés l'an dernier. Donc voilà, donc en termes de taille de cyclones, il existe des cyclones beaucoup plus grands. Alors, les cyclones, en fait, ils sont qualifiés en différentes catégories, donc des catégories de 1 à 5. Et vous voyez dans ce graphique, alors vous voyez peut-être pas, c'est pas très, très clair, mais vous avez sur la première colonne la vitesse du vent, qui est la vitesse du vent moyen, qui est calculée, la vitesse des rafales, donc le maximum de vent sur une courte période, généralement c'est 1 minute, la pression minimum, et puis l'onde de tempête, c'est-à-dire le creux que va générer le creux des vagues que va générer le cyclone en zone océanique. Voilà, donc Harvey a été un cyclone de catégorie 4 et donc est proche de la catégorie 5. Donc le cyclone Irma qui est passé juste avant Harvey était un cyclone de catégorie 5. Alors, je vous montre justement des caractéristiques de ces deux cyclones. Donc Irma était venu juste après. Donc Irma a suivi Harvey, donc est arrivé début septembre avec des vents très très importants, une pression de 918 hectopascales, donc qui est très faible. Et donc vous voyez ici sa trajectoire qui est partie presque des côtes de l'Afrique, a été suivie depuis les côtes de l'Afrique jusque son passage sur les Antilles. Donc il y a eu des gros dégâts sur certains départements d'outre-mer français, et puis ensuite son entrée sur les États-Unis au niveau de la Floride. Donc vous voyez une image ici de dégâts occasionnés par ce cyclone. Alors ici vous avez une image sur les vents occasionnés par ce cyclone. Donc ça c'est un outil qui existe en ligne où vous avez des simulations de vent qui ont été faites sur ces cyclones. Donc vous voyez que la boule rouge ici c'est le cyclone. On voit bien l'enroulement du cyclone et les vents qui sont de plus en plus rapides au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'œil du cyclone. Harvey, donc, qui est passé juste avant, donc Harvey a eu des vents jusqu'à 215 km/h, une pression légèrement supérieure mais aussi très faible, et donc des dégâts très très importants, 125 milliards de dégâts. Donc si vous vous souvenez des chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure, par rapport aux chiffres totaux là, que j'ai annoncé pour 2017 qui étaient de 280 milliards de dollars, vous voyez que Harvey, les dégâts causés notamment au Texas, c'est presque la moitié des dégâts. Et là, vous voyez aussi donc une image des vents. Donc Houston est là. Donc vous voyez que l'œil du cyclone est passé très 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 proche de Harvey. Donc vous voyez cette trajectoire assez originale du cyclone qui est rentré sur les terres et ensuite qui est reparti
en faisant quasiment demi-tour avant de revenir et de s'affaiblir sur les terres. Alors, les cyclones, oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, hein, c'est que les cyclones donc amènent des grandes quantités de précipitations, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure que les cyclones correspondent à de l'air chaud humide qui vient de l'océan, hein, et donc en se déplaçant va générer d'énormes quantités d'eau. Donc dans le cas de Houston, il y a eu plus d'1 mètre d'eau qui est tombé en quelques jours. Donc c'est des quantités phénoménales de pluie. Alors, est-ce qu'on peut éviter les risques d'inondation, hein? Donc on a vu que les phénomènes d'inondation sont liés souvent à des pluies importantes sur des périodes variées. Est-ce qu'on peut les éviter? Alors, en fait, il faut voir que le risque d'inondation est lié au fait qu'on va être proche d'une zone de débordement d'un cours d'eau. Bon, je mets un peu de côté dans ce cas un peu d'école le cas de Harvey où il y a eu des pluies vraiment très très importantes, mais généralement les inondations qui viennent d'un débordement de rivière, vous avez ce qu'on appelle le lit mineur de la rivière. Donc le lit mineur, c'est l'endroit où coule la rivière en conditions normales. Quand vous avez des premiers débordements, vous avez ce qu'on appelle le lit moyen de la rivière. Et puis, quand vous avez des grandes inondations, vous avez une inondation de ce qu'on appelle le lit majeur de la rivière. Donc, vous voyez que les habitations qui sont ici construites en bord du cours d'eau, quand en conditions normales, elles ne sont pas impactées. Elles peuvent commencer à être impactées pour des crues moyennes. Par contre, en conditions de crues fortes, elles sont fortement impactées. Donc, on voit ici ce qu'on appelle le risque d'inondation. En fait, le risque d'inondation, ça va être le croisement d'une intensité de crue, donc une crue plus ou moins forte, avec ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire une exposition au risque. On voit très bien sur ce schéma-là que les maisons qui sont ici en dehors du lit majeur, donc en dehors des très grandes crues, ne présentent pas de risque d'inondation parce qu'elles ne sont pas exposées à la montée des eaux. Par contre, ces maisons-là ici, elles sont dans le lit majeur et donc elles sont exposées à des crues rares, c'est vrai, mais elles sont exposées à des crues. Donc voilà, donc le risque en fait c'est le croisement de ces deux phénomènes-là, hein, du fait qu'on va s'exposer aux crues parce qu'on construit dans une zone qui est potentiellement inondable, et puis d'un aléa de crue, donc avec des niveaux de crues qui sont très variables d'une année à l'autre. Hein. On peut avoir pendant plusieurs années des petites crues et puis soudain une grande crue qui va arriver. Alors, est-ce qu'on peut arrêter les crues? La première réponse pourrait être non, hein, car les volumes de crues sont généralement très grands. Ici, vous avez une illustration de l'évolution du débit. Donc ici, en abscisse, vous avez les jours, et puis ici, le débit dans la rivière. Donc ça, c'est des débits qui ont été enregistrés sur la Seine en 1910, donc il y a une centaine d'années, donc sur cette crue de référence dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, si vous faites le cumul des volumes de cette crue, vous arrivez à peu près à 4 milliards de mètres cubes d'eau. Et en fait, le débordement se situe à peu près à ce niveau-là, un peu plus de 1200 mètres cubes par seconde. Et donc vous voyez que tout ce qui est au-dessus du trait pointillé représente le volume qu'il aurait fallu stocker si on avait voulu éviter le débordement. En fait, ce volume est gigantesque. Hein. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, il y a 4 grands barrages réservoirs qui sont censés protéger Paris contre les crues. Et ils peuvent stocker à eux 4 800 millions de mètres cubes d'eau. Donc vous voyez qu'on est très loin des 3,5 milliards de mètres cubes que représente la crue totale de la Seine à Paris. Alors, sur ce schéma, vous voyez que pour se protéger des crues, en fait, la première réaction, c'est généralement d'agrandir la rivière. Donc on peut creuser le fond de la rivière ou élargir la rivière pour faciliter le transit, accélérer la vitesse de l'eau en période de crue. Et la deuxième étape, c'est généralement de construire des digues. Donc on se met en bordure de cours d'eau et on va construire des petits murets, ou des grands murets d'ailleurs, qui vont permettre de faire en sorte que le débordement ait lieu pour des hauteurs d'eau qui sont plus importantes. Ce qui se passe généralement, c'est que quand on a ça, on va construire derrière parce qu'on se sent en sécurité derrière les digues. Et puis, en fait, on va progressivement faire monter les digues et pour assurer la protection des habitations qui sont construites derrière. Donc ça, c'est une spirale d'aménagement qui a beaucoup existé en France, qui a aussi existé aux États-Unis. Aujourd'hui, on en revient un peu parce qu'en fait, cette logique de protection locale, elle a des conséquences assez néfastes, notamment à l'aval, donc quand on descend le cours d'eau,
Parce qu'en fait, quand on laisse pas déborder la rivière, on accélère les vitesses d'eau dans la rivière, et donc généralement on a tendance à augmenter la gravité des inondations plus à l'aval. Donc ça, c'est une logique d'aménagement dont on revient un peu aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup construit dans les zones inondables, et donc on est dans des logiques qui sont assez compliquées à gérer. Alors, donc les digues, faut voir que c'est quelque chose qui est dimensionné pour un niveau de crue donné. Mais en fait, si vous avez un niveau de crue qui est plus important que le niveau pour lequel vous avez dimensionné la digue, vous pouvez avoir un phénomène de cassure de digue. Donc la digue va lâcher parce qu'elle n'est pas dimensionnée pour ça. Donc vous avez un exemple ici d'une photo suite à Harvey. Vous voyez qu'il y a eu une submersion. Et donc toute l'eau passe de l'autre côté de la digue. Donc ça peut être des phénomènes très dangereux, surtout si vous avez, comme on l'a vu dans la photo précédente, dans la diapo précédente, des habitations juste derrière la digue. Si l'eau passe par-dessus la digue, vous pouvez avoir, et que les gens ne sont pas préparés, vous pouvez avoir des dégâts très importants et une forte mortalité. Alors, les barrages écréteurs de crues, donc les barrages qui sont censés contenir les crues, ils sont dimensionnés pour des phénomènes assez rares, donc des phénomènes qui reviennent en moyenne tous les 100 ans, tous les 1000 ans, voire plus. Donc ils ont des capacités qui sont dimensionnées pour ça, mais vous avez des cas, comme le cas de ce barrage dans le sud de la France, où en fait la crue a été tellement grande qu'elle est passée par-dessus le barrage. Alors ici, par chance, le barrage a été suffisamment bien construit pour tenir, mais il y a des cas où les crues sont trop importantes et vont emporter le barrage. Alors, je vous donne quelques exemples. Ici, un exemple en Italie. Ici, c'est un barrage qui a cédé dans les années 20. Alors là, c'était lié à un glissement de terrain dans l'ouvrage qui a fait une grande vague qui a détruit l'ouvrage. Ici, un barrage dans le sud de la France qui a cédé dans les années 80, qui était lié à un défaut de construction, bien que les études étaient bien faites, mais il y a eu un problème géotechnique qui a fait que le barrage a cédé. Donc, en fait, quand un barrage cède, toute l'eau va se déverser dans la vallée et entraîner tout sur son passage. Donc là, il y a eu plus de 500 morts suite à cette catastrophe. Et puis, un cas aussi aux États-Unis, dans la fin des années 70, le barrage de Teton, qui est un barrage malheureusement connu pour cette rupture. Vous voyez là, le barrage a rompu sous l'effet de l'eau. Voilà, donc vous voyez que les barrages en fait qui sont censés protéger contre les inondations, ça peut être des ouvrages assez efficaces, mais c'est des ouvrages aussi qui présentent certaines faiblesses et par conséquent des questions de sécurité importantes. Alors vous avez d'autres ouvrages, ici de manière plus anecdotique, le vélodrome de Grenoble qui en période de crue permet de stocker de l'eau. Donc ça c'est des cas d'hydrologie urbaine, où en zone urbaine vous pouvez avoir des stockages d'eau comme ça qui permettent notamment en cas d'orage important de stocker l'eau. Et donc tous ces ouvrages en fait doivent être bien dimensionnés. Bien dimensionnés, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient construits pour pouvoir supporter un événement généralement assez rare et donc pas entraîner de problèmes de sécurité particuliers. Donc vous avez différents aménagements. Ici, une digue, vous voyez une digue qui a rompu lors d'une crue dans l'eau dans le sud de la France. Et ici un barrage sur la Loire qui a cédé. Lié au fait que, alors, soit la crue qui a emmené l'ouvrage, elle était supérieure à la crue de dimensionnement du pont, c'est-à-dire que, par exemple, les ingénieurs ont dit on veut que le pont résiste à une crue qui revient en moyenne tous les 100 ans, et ça a été une crue qui revient en moyenne, par exemple, tous les 200 ans, donc elle était plus grande et donc elle a emmené le pont, soit ça a été un problème d'estimation de la crue de dimensionnement de l'ouvrage. Voilà, donc vous voyez que quand on veut faire une protection contre les inondations, il faut arriver à estimer le risque contre lequel on veut se protéger. L'autre solution pour éviter les dégâts liés aux inondations, c'est de ne plus construire en zone inondable. Donc ici, vous avez une image sur une crue qui a eu lieu à Montpellier, où ce très bel édifice a été construit en zone inondable, donc a été inondé lors de cette crue récente à Montpellier.
Donc, les inondations, quand on veut construire hors de la zone inondable, il faut arriver à estimer quelle est ce qu'on appelle l'emprise de la zone inondable, c'est-à-dire la zone qui pourrait potentiellement être couverte par les eaux en cas d'inondation. Donc un cas ici à Paris, où vous avez une cartographie des zones potentiellement inondables en cas de grande crue. Donc ça c'est la crue de 1910 qui avait inondé le centre de Paris. Alors pour finir cette présentation, j'ai vu qu'il y avait eu des questions sur est-ce qu'il y a plus de crues ou est-ce qu'il y a moins de crues. La question, une première question, c'est est-ce qu'on peut anticiper les crues, parce que en fait, si on ne peut pas se protéger contre toutes les crues, est-ce qu'on peut mieux les anticiper? Donc, la prévision des crues, en fait, c'est quelque chose d'assez complexe où on va partir de prévisions météorologiques. On va ensuite utiliser des modèles hydrologiques qui représentent le bassin versant qu'on a vu tout à l'heure et on va pouvoir ainsi faire des prévisions. Donc ces prévisions elles vont être utilisées ensuite par la sécurité civile ou les gestionnaires de barrages par exemple pour faire en sorte qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Alors ici un exemple de crue qui a été fait sur la Seine, toujours à Paris. Donc vous voyez que le service hydrométéorologique émet des prévisions qui permettent aux services de secours de dire attention, on va passer au-dessus d'un seuil qui est un seuil jaune ou un seuil rouge qui représente des risques différents. Alors en France, il y a un organisme qui s'appelle Vigicru, qui dépend du ministère de l'écologie, qui gère la prévision des crues. Donc il y a un site internet qui s'appelle vigicru.gouv.fr où chacun peut aller consulter les prévisions de crues. Donc par exemple sur le bassin de la Meuse, ici vous avez alors ici on n'est pas en période de crue, mais vous pouvez avoir accès aux observations et aux prévisions de crues sur les différents cours d'eau. Aux États-Unis, vous avez pareil le National Weather Service sur l'ensemble du territoire américain qui fournit des prévisions. Donc vous avez ici sur la région de Houston par exemple un cours d'eau sur lequel il y a eu des prévisions de crue. Donc on est passé à une petite crue et puis on a une descente de l'eau progressive. Voilà. Donc c'est très utile à la fois pour évacuer les personnes mais aussi pour protéger les biens. Par exemple lors de l'événement Harvey, il y a eu plus de 500 000 véhicules qui ont été endommagés par les inondations. Donc voilà, donc potentiellement s'il y a des zones qui sont hors zone inondable, le temps d'anticipation qui est permis par les prévisions peut permettre de protéger un certain nombre de biens. Alors, est-ce qu'il y aura plus de crues ou moins de crues, ou est-ce qu'il y a déjà plus de crues qu'avant? C'est une question assez complexe qui fait l'objet de nombreuses études. Je vous présente 2-3 résultats rapidement. Ici, une étude qui a été faite sur l'ensemble des États-Unis. Alors, les couleurs rouges montrent une augmentation de la fréquence, de l'amplitude des crues, pardon. Et puis les couleurs bleues, plutôt une diminution. Donc ça, c'est sur des études qui ont été faites sur les 30 dernières années. Donc vous voyez qu'on a plutôt tendance à avoir une augmentation des crues sur la partie nord des États-Unis et puis l'inverse sur la partie sud. Donc ça, c'est basé sur des observations. Maintenant, quand on travaille sur des prévisions, c'est-à-dire est-ce qu'en 2050 il y aura plus d'inondations au Texas ou pas, ou plus d'inondations sur le bassin de la Meuse. Cette fois-ci, il faut utiliser des modélisations qui vont permettre d'évaluer comment vont évoluer les conditions climatiques dans le futur, liées au réchauffement climatique notamment. Est-ce qu'il y aura plus de pluie, moins de pluie, est-ce qu'elles seront réparties différemment? Donc il y a des modélisations qui permettent d'anticiper ça. Donc là, je vous cite juste une étude qui a été faite par exemple à l'échelle européenne, et une des conclusions importantes, c'est que on risque d'avoir dans les décennies qui viennent une augmentation du risque d'inondation quasiment généralisée. Et ça, c'est des tendances qu'on retrouve aussi sur les États-Unis. Une étude qu'on a fait ces dernières années à l'échelle de la France, on a essayé de quantifier l'évolution des crues. Donc ici vous voyez un certain nombre de triangles. Donc quand les triangles sont jaunes et orientés vers le bas, ça veut dire que l'intensité des crues va baisser. Et quand ils sont bleus orientés vers le haut,
vous voyez que l'intensité des crues va augmenter. Donc là, il y a 2 zones en France où on a vu, dans le cadre de ce travail prospectif, qu'on allait avoir une augmentation des crues en France. Donc la partie est, là, en Lorraine, Lorraine-Alsace, et puis la partie des Cévennes, qui est une zone où il y a des événements climatiques très importants à la fin de l'été, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, on peut s'attendre à ce que les crues augmentent dans l'avenir, liées notamment à des phénomènes pluvieux plus intenses, et ça va générer des dégâts plus importants. Donc ici, vous avez une évolution des coûts associés à un certain nombre d'événements récents de crues. Alors vous voyez peut-être pas bien, mais ça commence à 1988 à Nîmes, et puis ça va jusqu'en 2016 les crues sur la Seine. Donc vous voyez que l'augmentation du coût augmente progressivement. On partait de 288 millions d'euros ici en 88. Pour les crues de la Seine en 2016, c'était 1,4 milliard d'euros. À l'échelle globale, vous avez un graphique ici qui vous montre cette tendance depuis les années 80 jusqu'à maintenant, cette tendance à l'augmentation du nombre d'événements d'inondations et une tendance aussi à l'augmentation des dégâts associés à ces inondations. Voilà, donc c'est une source de préoccupation très importante des décideurs aujourd'hui, qui ont à faire face au fait qu'on a beaucoup construit en zone inondable et qu'aujourd'hui on est face à une vulnérabilité importante et des populations, et donc on a des stratégies assez variées, soit limiter cette vulnérabilité, par exemple en installant les gens en dehors de la zone inondable quand c'est possible, ou alors travailler sur l'aléa, c'est-à-dire essayer de réduire les crues, par exemple avec des ouvrages écrêteurs de crues comme on a vu tout à l'heure. Oui, alors ma question c'était comment est-ce que la vie humaine pouvait-elle causer des inondations? Alors effectivement, c'est une question à laquelle je n'ai pas répondu dans l'exposé. En fait, je dirais qu'il y a 2 niveaux d'impact de l'homme sur les inondations. La première, c'est un impact lié à l'occupation du territoire par l'homme. Donc l'homme a un certain nombre d'activités et notamment il va urbaniser des sols, changer l'occupation des sols, couper des forêts, créer des prairies, des zones agricoles, etc. Qui vont avoir une réaction aux pluies qui va être différente. Donc, vous savez très bien qu'un parking de supermarché va avoir tendance à faire ruisseler toute l'eau, alors qu'une prairie en zone agricole va plutôt favoriser l'infiltration. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cheminements de l'eau dans les 2 cas vont être assez différents et les vitesses de transfert de l'eau vont être assez différents aussi. Donc, moi qui habite en Île-de-France par exemple, on a des fortes surfaces urbanisées. Et donc c'est vrai que quand vous avez des événements climatiques, météorologiques de pluie importants, vous pouvez avoir une tendance au ruissellement important, qui va amener de grandes quantités d'eau à la rivière de manière très rapide, et donc faire monter le niveau de la rivière de manière importante. Donc l'homme, effectivement, par ses activités, peut avoir un impact sur les crues, notamment au niveau de l'occupation du sol. Alors, il peut aussi avoir un impact sur les crues en raison de ces aménagements dont on a un peu parlé tout à l'heure. Un barrage qui lâche, ça va être une crue artificielle, je dirais, une crue non souhaitée, une crue provoquée, mais ça va avoir causer des dégâts importants. De la même façon, une digue qui se rompt, ça va générer une crue importante derrière la digue et donc avoir des effets dévastateurs. Donc ça, c'est le premier niveau, je dirais, d'impact de l'homme sur son milieu. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on a évoqué un peu à la fin de la présentation, là tout à l'heure, les impacts du changement climatique. Donc l'homme aujourd'hui, on sait que du fait de ses activités, il génère des quantités de gaz à effet de serre très importantes dans l'atmosphère, qui modifient l'équilibre climatique. Donc cet équilibre climatique aujourd'hui conduit à une augmentation de la température de l'air et par voie de conséquence à une modification des dynamiques climatiques. Un air chaud a tendance à être
davantage capable d'évaporer, hein. Donc qui dit évaporation dit potentiellement précipitation après. Et donc les études que je vous ai citées à la fin de mon exposé montrent que on va avoir dans le futur plus d'événements de pluie intenses. Alors, le devenir des cyclones n'est pas encore bien clair, mais en tout cas, des événements de pluie tels qu'on peut en rencontrer de manière plus classique, il y en aura probablement de plus forte intensité. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des crues plus importantes. Je vous ai cité tout à l'heure l'événement de crue de 2016 sur la Seine. Donc ça, c'est un événement qui a eu lieu en juin. Alors que d'habitude, les crues sur la Seine sont plutôt en janvier, février, mars, donc plutôt en hiver. Donc cet événement était assez exceptionnel, donc c'était pas la première fois qu'on le voyait, hein. Il y avait eu un autre événement de ce type-là il y a 2 ou 3 siècles, mais c'est un événement très rare à cette époque de l'année. Et donc il y a eu des études pour essayer de voir s'il était probable que le changement climatique ait une influence sur cet événement. Alors c'est difficile de conclure à l'échelle d'un événement, mais des études à une échelle continentale, par exemple au niveau européen ou au niveau américain, sont plus à même aujourd'hui de conclure sur l'impact des changements climatiques. Donc aujourd'hui, on voit de manière statistique qu'il y a une amplification de certains phénomènes de crues et que ça pourrait être plus important à l'avenir. Juste peut-être un complément sur cette question-là, hein. Aujourd'hui, sur certaines communes essentiellement urbaines, effectivement, l'urbanisation a un rôle sur l'amplitude des inondations. Par contre, pour des grands bassins versants tels que celui de la Seine à Paris ou celui de la Meuse, quand on va vers l'aval de la Meuse, qui sont des territoires essentiellement ruraux, le rôle de l'urbanisation sur ces grands phénomènes de crue est souvent assez limité. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'augmentation des cyclones et des inondations et l'hiver prolongé, par exemple, à Houston cette année? Il y a de nombreuses études qui existent aujourd'hui sur les liens entre des phénomènes cycliques. Donc, le climat, en fait, obéit à un certain nombre d'oscillations ou comment on pourrait qualifier ça, de phénomènes qui reviennent périodiquement. Donc on est aujourd'hui en mesure de montrer qu'il y a notamment des phénomènes qui reviennent en moyenne tous les 10 ans, donc notamment sur l'évolution de la température de l'océan. Donc il y a des phénomènes dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appellent El Niño, l'oscillation Atlantique Nord, donc qui vont être des régulateurs du climat à l'échelle mondiale. Donc aujourd'hui, les études, par exemple, qui essaient de montrer des liens entre ces oscillations et la récurrence ou l'intensité des cyclones n'ont pas de conclusion très très claire. Donc aujourd'hui, enfin en tout cas de ce que j'en sais, bon, je suis pas un spécialiste des cyclones, mais de ce que j'ai pu en lire, il n'y a pas de lien très direct entre ces phénomènes à grande échelle, à l'échelle globale, et des phénomènes locaux. Par contre, on sait sur certaines zones, hein, que, notamment dans le Pacifique, hein, que le phénomène El Niño va être très régulateur des phénomènes de sécheresse ou des phénomènes de pluie intense. Donc on a sur certaines dynamiques, sur certains types d'événements, des liens de cause à effet. Par contre, sur d'autres événements qui sont plus extrêmes, le lien est plus compliqué. En Europe, au niveau français, les oscillations de l'Atlantique Nord n'ont pas un effet démontré sur les phénomènes extrêmes, hein. Donc c'est souvent plutôt des circulations, enfin des phénomènes locaux climatiques qui vont engendrer des inondations importantes. Dans la région, on est relativement habitué aux inondations. Ce n'est pas la première. Il existe des cartes en fait de zones qui sont dites inondables, où on s'attend justement en cas de forte pluie à avoir des inondations. Et en fait, Harvey a complètement, comment dire,
on a eu des inondations dans des zones qui étaient supposées non inondables. Et donc en termes de prévention, on n'a pas pu prévenir quoi que ce soit puisque nombreux quartiers en fait étaient dans des zones supposées non inondables et se retrouvaient avec des maisons complètement inondées. Et donc du coup en termes de prévention, on n'a pas eu beaucoup. Je pense qu'effectivement, on est dans des cas qui peuvent aussi se reproduire en France à une échelle moindre, sûrement. Donc, en France, alors je connais moins la législation aux États-Unis, mais en France, on a ce qu'on appelle des plans de prévention de risque d'inondation. Donc, c'est chaque commune soumise au risque d'inondation et doit, par la loi, déterminer les zones inondables. Alors comment on fait ça? En fait, soit on a une observation d'une crue très importante qui s'est passée ces dernières années et on sait quelle a été l'emprise de la zone inondée correspondante. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les plus hautes eaux connues. Donc c'est la référence de la plus grande crue qui s'est passée sur la zone. Soit on fait des modélisations qui vont permettre d'estimer des crues très importantes. Alors, en Europe, il y a une loi, une directive qui est la directive inondation, qui a été votée par le Parlement européen il y a quelques années, et qui indique 3 niveaux de crues, des crues courantes, donc c'est des crues pour la directive qui reviennent en moyenne tous les 10 ans, des crues très importantes qui sont des crues centennales, donc qui reviennent en moyenne tous les 100 ans, et puis des crues exceptionnelles qui sont des crues millénales, qui reviennent en moyenne tous les 1000 ans. Alors, une crue millénale, donc, qui revient en moyenne tous les 1000 ans, ça veut dire que depuis la naissance de Jésus-Christ, en moyenne, il y en a peut-être eu 2 sur chaque cours d'eau. Donc la chance de les observer est très limitée. Et donc pour estimer ces crues, il faut faire des modélisations qui sont très incertaines. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de communes en France où les crues de référence, ce sont donc soit les plus hautes eaux connues, soit une crue centennale. Parce qu'en fait, avant la directive inondation, c'était la crue centennale qui faisait référence. Donc, ces crues, on les connaît très mal, et il arrive que les plus hautes eaux connues correspondent à des crues centennales, par exemple, ou moins, et que 3 ans plus tard, il y ait un événement beaucoup plus important qui se produit. Donc j'imagine que ça a été un peu le cas de ce qui s'est passé pour Harvey. Moi, ce que j'ai lu des précipitations qui sont tombées au moment de Harvey, on parle de période de retour, donc c'est-à-dire une fréquence d'événements qui est de l'ordre de 1000 ans sur certaines zones. Donc c'est vraiment des quantités de pluie exceptionnelles qui sont tombées sur la région. Et donc effectivement, le zonage des terrains n'est pas prévu pour ça parce que en fait la crue était tout simplement trop exceptionnelle. Il faut bien voir que plus on va prendre des crues de dimensionnement, alors soit pour des ouvrages, soit pour des zonages, des crues qui sont importantes, donc qui reviennent moins souvent, plus ça coûte cher soit en termes d'infrastructure, soit en termes d'espace, puisque vous excluez de la zone inondable un certain nombre de constructions, un certain nombre d'activités à risque de cette zone-là. Donc c'est vrai qu'il y a un compromis à trouver entre ce qui est capable de supporter la société en termes de dégâts lors de crues exceptionnelles, le temps que ça met pour revenir à la normale, ça a été évoqué par l'élève qui témoignait tout à l'heure, il faut prendre ça en compte. Si on met 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans à revenir à la normale, ça peut être très compliqué à gérer et avoir un coût important. Donc il faut trouver un compromis entre ce coût que peut supporter la société en termes de dégâts et puis ce que ça génère de protéger contre un événement de très forte intensité. Voilà, donc ces cas en fait de zones inondables, ou supposées non inondables qui se retrouvent inondables, ça arrive effectivement, et c'est lié pour beaucoup à la façon dont on définit l'événement de crue. Dans le cas de Harvey, en fait, les inondations n'ont pas été seulement liées à un débordement de rivière, elles ont été liées au fait qu'il y avait d'énormes quantités d'eau, de pluie qui sont abattues sur la zone et qui ont engendré du ruissellement de surface très important. Voilà, donc ça aussi c'est un problème de définition de l'inondation.
L'inondation, elle peut être liée aussi à du ruissellement de surface, pas seulement à des cas un peu simples que j'ai montré tout à l'heure de débordement de cours d'eau. Vous avez une question, est-ce que les inondations sont plutôt dues à l'agriculture ou plutôt dues aux villes? Il n'y a pas vraiment de fautif aux inondations et bon, c'est un débat qui revient à chaque inondation et il y a autant de cas particuliers qu'il y a de bassins versants, je dirais. La première cause de l'inondation, il faut le rappeler, c'est qu'il y a un excès d'eau et donc souvent un phénomène pluvieux intense ou un phénomène pluvieux de longue durée qui va amener des quantités d'eau supérieures à la normale et qui vont générer une augmentation de débit dans une rivière. Donc ça, c'est le premier point et qu'il ne faut pas oublier parce qu'on cherche souvent des fautifs aux inondations. L'inondation est un phénomène naturel dont les écosystèmes ont besoin. Il y a certaines espèces de poissons, par exemple le brochet, qui a besoin de l'inondation pour se reproduire, parce qu'il se reproduit sur des prairies inondées. Donc le phénomène d'inondation, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'utile pour la dynamique sédimentaire des cours d'eau. Voilà, donc je dirais que il n'y a pas l'inondation en elle-même n'est pas une catastrophe. On entend souvent le terme, l'expression catastrophe naturelle. L'inondation, c'est pas une catastrophe en soi, c'est un phénomène naturel qui génère une catastrophe pour la société humaine du moment où elle est exposée à cet événement-là. Alors, il peut y avoir des facteurs aggravants. Parmi ces facteurs aggravants, il peut y avoir des questions d'occupation du sol que vous avez évoquées. Donc l'urbanisation, comme on l'a dit tout à l'heure, est un phénomène qui va limiter l'infiltration de l'eau et augmenter les vitesses d'écoulement en surface. Donc en cela, c'est un phénomène aggravant sur la dynamique d'une crue. Une crue, si vous avez un bassin urbain et le même bassin il y a 100 ans qui n'était pas urbain, la crue va être plus rapide et plus forte en termes d'intensité, à une même condition climatique. Donc ça c'est sûr. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, les grands phénomènes de crue à l'échelle des grands bassins versants, les très grands bassins versants, j'ai évoqué la Seine, on peut prendre la Meuse, etc., sont essentiellement des bassins ruraux. En termes de proportion entre la surface urbanisée et la surface rurale, ce sont essentiellement des bassins ruraux. Donc, c'est pas la surface urbanisée qui génère en elle-même la crue. Ensuite, sur les pratiques agricoles, c'est une question importante aussi. Les pratiques agricoles ont beaucoup évolué depuis la dernière guerre mondiale, avec une intensification des pratiques agricoles, des parcelles plus grandes, une mécanisation forte, des taux de matière organique dans les sols qui est plus faible, et donc avec des sols qui retiennent moins bien l'eau, des parcelles qui sont plus grandes, qui favorisent le ruissellement de surface. Donc voilà, donc tout un tas de facteurs qui ont plutôt tendance à augmenter le ruissellement et limiter l'infiltration. Donc augmenter globalement la capacité de ces surfaces rurales à générer des écoulements rapides et importants. Cela dit, donc sur des événements courants de crue, on peut arriver scientifiquement à montrer que la pratique agricole sur des petites surfaces peut avoir un impact aggravant sur ces phénomènes de crues. Sur les grandes crues, telles que la crue de la Seine dont j'ai parlé tout à l'heure, des crues qui reviennent en moyenne tous les 20, 50, 100 ans, sur ces grandes crues, les impacts sont beaucoup plus difficiles à montrer. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'études très convaincantes qui montrent que l'agriculture serait une cause très aggravante des fortes crues. Voilà, donc là, le débat revient assez régulièrement dans les médias à chaque fois qu'il y a des crues, parce que souvent il faut trouver des responsables. La plupart du temps, c'est le phénomène climatique qui est la principale raison de l'amplitude de l'événement, mais on peut avoir des facteurs aggravants. La coupe d'une forêt aussi peut être un facteur aggravant sur certains petits bassins. Voilà. On se demandait ce qui influence la quantité de débris et de polluants dans les eaux de crue.
la crue, c'est un phénomène donc naturel qui a une vertu aussi, c'est d'emmener un certain nombre de choses, parce que l'eau, c'est un vecteur très puissant. Donc elle emmène des sédiments, elle emmène aussi des débris végétaux, et puis elle peut emmener aussi des polluants qui sont liés, qui sont soit d'origine naturelle, soit d'origine humaine. Donc la crue, en fait, va générer deux types de transport. Un transport de matériaux, donc qu'on appelle souvent les embâcles quand ils se prennent dans les piles d'un pont, par exemple. Donc les embâcles, c'est souvent des restes d'arbres, des branches, tout un tas de débris qui vont être en surface de l'eau et qui vont potentiellement se mettre sur des obstacles. Donc ça peut présenter des dangers sur certaines infrastructures telles que les ponts, parce que les embâcles vont augmenter la pression sur les infrastructures, sur les piles d'un pont par exemple, ou sur le tablier d'un pont, et peuvent conduire à la ruine de l'ouvrage. Donc ça peut présenter un risque important en période de crue. Ensuite, il y a tout le matériel, je dirais, dissous, hein, donc qui est plutôt de l'ordre du polluant ou des matières qui sont dans l'eau. Donc là, l'origine en fait des polluants peut être assez variée. Bon, j'évoquais des polluants d'origine naturelle. Vous pouvez avoir des dépôts sur les fonds des rivières qui peuvent être potentiellement contaminants, qui sont emmenés par les crues et donc qui peuvent générer des niveaux de pollution importants. Dans les crues récentes, la question a été surtout de savoir si les polluants d'origine urbaine pouvaient avoir un impact, notamment un impact sur la santé. Donc, dans les crues de la Seine récemment, on a eu différents phénomènes de pollution qui étaient liés au fait qu'il y avait des cuves à fioul qui se retrouvaient, qui larguaient leur contenu dans les eaux d'inondation. Donc on a eu des pollutions aux hydrocarbures importantes sur le bassin de la Seine. Et puis il y a des pollutions qui sont liées aussi aux eaux usées, parce que en fait il y a les réseaux d'assainissement qui sont noyés en cas de crue, et donc qui peuvent emmener un certain nombre de polluants d'origine fécale par exemple. Voilà, donc la crue peut générer un certain niveau de pollution. Après, il faut voir qu'une crue en fait génère des très grandes quantités d'eau aussi, et donc vous avez une dilution importante de ces polluants du fait de la grande quantité d'eau. Est-ce que la qualité de l'eau est toujours aussi bonne qu'avant ? Donc après la crue, il y a ce qu'on appelle la décrue, hein, donc c'est-à-dire que le niveau d'eau va baisser progressivement dans la rivière, et donc va revenir à un niveau de débit qui est un débit normal, je dirais, moyen, où la rivière va revenir dans son lit et donc revenir dans le lit mineur tel que je l'ai défini tout à l'heure. Donc comme je l'ai dit précédemment, la crue, c'est au moment des grands débits qu'il y a le plus de capacité de transport. Donc c'est à ce moment-là que vous avez le plus de polluants, ou etc. qui est emmené. Ce qui se passe après la crue, c'est que donc il y a moins de polluants transportés, mais vous avez une baisse des débits importants, donc vous avez potentiellement une remontée de la concentration. Donc si vous tracez un diagramme qui vous montre le débit au cours du temps et la concentration d'un polluant au cours du temps, la concentration va avoir tendance à chuter pendant le pic de crue et à remonter après le pic de crue. Donc vous pouvez atteindre des niveaux de concentration de certains polluants après la crue qui peuvent être plus importants que pendant la crue. Donc ça dépend des cas. Après, si vous voulez, je dirais le système va se réguler et revenir à des niveaux normaux dès lors que la pollution est une pollution qui n'est pas comment dire que le polluant n'est pas un polluant qui va être relargué progressivement dans le système. Typiquement les hydrocarbures. Si un hydrocarbure s'infiltre dans la nappe, vous allez avoir
un relargage de cet hydrocarbure sur des longues périodes parce qu'il va emprunter un chemin de l'eau qui est un chemin assez lent dans la nappe. Donc voilà, donc ça bon, j'ai pas de réponse très tranchée là-dessus, mais ça va dépendre des cas et de la dynamique des polluants concernés. Existe-t-il des inondations ou des crues à l'origine de migrations de population? Alors effectivement, c'est une question intéressante et importante. Donc aujourd'hui, en fait, les inondations sont responsables, on l'a vu, de nombreux morts à travers le monde. En fait entraînent des submersions qui peuvent être très prolongées sur certaines zones. Si vous prenez le cas du Bangladesh par exemple, le Bangladesh c'est un pays qui est, donc tout le monde voit où c'est, hein, c'est à côté de l'Inde, donc c'est un pays qui est très plat et qui est soumis au phénomène de mousson. Donc les moussons en fait sur cette zone-là, elles sont liées au fait que vous avez périodiquement des masses d'air chaude qui vont venir de l'océan Indien et qui vont rencontrer toutes les montagnes au nord de l'Inde, Himalaya, etc. et qui vont donc générer des précipitations très importantes de manière saisonnière. Donc les grands bassins qui collectent ces eaux vont ramener jusqu'au Bangladesh des quantités de pluie des quantités d'eau très importantes qui vont entraîner une submersion de plaines pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc vous avez à ce moment-là, donc la population elle est habituée à vivre avec ce phénomène cyclique, hein, et donc elle s'est organisée pour vivre avec ça, mais il y a certaines années où c'est plus important que d'autres. Donc vous avez, je dirais, une adaptation de la vie des populations de manière saisonnière avec ce phénomène, et quand les phénomènes sont très importants, éventuellement des migrations temporaires des personnes pour éviter d'avoir des conséquences néfastes de ces inondations. Donc voilà, donc on a des migrations saisonnières liées à ces inondations dès lors qu'elles sont périodiques. Vous avez aussi des migrations qui sont liées au fait que vous avez des inondations liées alors là, un phénomène un peu différent, hein, mais qui est lié à la montée des océans. Vous avez un certain nombre d'îles, notamment dans l'océan Pacifique, l'océan Indien, qui sont avec des altitudes très faibles, hein, de l'ordre d'une dizaine de mètres, voire moins, au-dessus du niveau de la mer, et qui sont confrontés à l'élévation du niveau de la mer. Donc l'élévation du niveau des océans est pas énorme, hein, quand on l'estime, c'est de l'ordre de 50 cm depuis 2 siècles, mais elle pourrait être de quelques dizaines de centimètres, peut-être pas 50, mais de l'ordre de quelques dizaines de centimètres, et elle pourrait être de l'ordre de 1 mètre dans les scénarios les plus pessimistes, ici la fin de ce siècle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces îles, en fait, elles sont confrontées à une élévation progressive du niveau de la mer, et donc à des submersions beaucoup plus fréquentes qui peuvent entraîner le fait qu'on ne peut plus vivre sur ces îles de manière pérenne. Et donc on a ce qu'on appelle aujourd'hui des réfugiés climatiques, hein, des populations qui ne peuvent plus vivre sur leur zone habituelle de vie, et qui sont obligés de s'expatrier pour vivre ailleurs sur des zones moins sujettes aux inondations. Donc dans ce cas, ça crée des migrations. Il y a des études notamment faites au niveau du GIEC qui montrent que, donc le GIEC c'est le groupement international d'études sur le climat, qui montre que les migrations climatiques, alors de manière plus large, hein, pas seulement liées aux inondations, mais liées à la problématique de la ressource en eau, seront très nombreuses dans le siècle qui viennent, puisque en fait certaines zones vont être confrontées à des phénomènes de sécheresse beaucoup plus intenses. Certaines zones aujourd'hui déjà souffrent du manque d'eau, hein, par exemple toute la zone du Maghreb au nord de l'Afrique est une zone où la quantité d'eau disponible par habitant est très faible aujourd'hui, ce qui crée un certain nombre de difficultés.
Donc il y aura probablement des migrations liées à cette disponibilité en eau et certainement aussi liées au phénomène d'inondation. Je me demandais si la composition du sol, ça avait un effet sur le risque d'inondation. À l'échelle d'une parcelle agricole, effectivement, la composition d'un sol est très importante sur la dynamique de l'eau, hein. Un sol très argileux va avoir tendance à retenir de l'eau et à créer des phénomènes de saturation temporaire. Donc il y a des techniques, hein, typiquement le drainage agricole, qui permettent d'éviter ces phénomènes de saturation temporaire que ne supportent pas certaines céréales. Quand on est à l'échelle d'un bassin versant, la question est un peu différente, hein, puisqu'on est sur des surfaces beaucoup plus grandes qui intègrent une diversité de conditions pédologiques, topographiques et géologiques. Et donc, je dirais que la composition du sol n'est pas forcément un facteur de premier ordre sur la réponse d'un bassin versant. Cela dit, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, la capacité d'un sol à retenir de l'eau est notamment dépendante de sa teneur en matière organique. Et donc des sols riches en matière organique peuvent retenir davantage de l'eau. Bon, ensuite, la question d'une personne tout à l'heure à Bugnéville là, sur le rôle de l'agriculture sur les inondations, j'y reviens parce qu'en fait il faut savoir toute proportion garder, hein, sur les phénomènes extrêmes de pluie tels que vous en avez connus à Houston, le rôle du sol est quasiment nul, hein, par rapport au rôle des quantités de pluie précipitées. Donc voilà, donc, et sur un certain nombre d'événements de crues très importants qui sont liés à une saturation progressive du sol, que vous ayez de la matière organique ou pas dans votre sol, si votre sol est saturé, de toute façon vous générez une crue importante parce que vous avez beaucoup d'eau qui arrive sur un sol saturé. Donc voilà, donc la composition du sol peut avoir un impact sur l'infiltration, la capacité de rétention en eau. Mais à l'échelle de grands événements de crue qui sont liés à une saturation des sols, cet impact est assez limité.